Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Africtivist Décrypte, notre toute nouvelle émission qui fait la revue hebdomadaire de l'actualité politique et démocratique sur le continent africain. Dans ce premier numéro, nous nous rendrons d'abord au Soudan, pour parler de cette guerre oubliée, cette guerre qui n'intéresse personne. Puis nous irons en Ouganda pour parler des résultats des élections. Et enfin, nous parlerons de football. L'Afrique des Nations oblige. Et vous verrez quel est le lien que le football entretient avec la politique et la démocratie. Le Soudan. Que vous évoque ce pays? À quoi vous pensez quand vous l'entendez? C'est un grand pays africain, l'un des plus larges du continent, malgré la partition du Soudan du Sud. Pourtant, depuis avril 2003, ce pays est aux prises avec une guerre civile très meurtrière. Cette guerre oppose l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo du MDT. À l'origine du conflit, une lutte de pouvoir. Après la chute du dictateur Omar el-Béchir, la transition vers un pouvoir civil a échoué. Et depuis, l'armée et les paramilitaires se disputent le contrôle de l'État, de l'économie et des ressources, au détriment de la population. Les combats ravagent les grandes villes, notamment Khartoum, le Darfour et le Kordofan. Les civils sont pris au piège, victimes de bombardements, de sévices sexuels, de pillages et de déplacements forcés. Sur le plan humanitaire, la situation est catastrophique. Plus de 30 millions de personnes ont aujourd'hui besoin d'aide. Plus de 20 millions souffrent d'insécurité alimentaire aiguë selon l'ONU. Le système de santé est presque à l'arrêt, tandis que la famine menace plusieurs régions. Le bilan humain est lourd. Des dizaines de milliers de morts, plus de 13 millions de déplacés, dont 3,5 millions vers les pays frontaliers. L'Égypte, le Tchad, le Soudan et l'Éthiopie accueillent la majorité des réfugiés, mettant leurs ressources sous très forte pression. À cela s'ajoute une dimension régionale et internationale. Plusieurs puissances étrangères sont accusées de soutenir l'une ou l'autre partie par des intérêts sécuritaires, économiques et géopolitiques. Aujourd'hui, le Soudan s'enfonce dans une guerre sans vainqueur, mais avec une certitude. À cela s'ajoute une dimension régionale et internationale. Plusieurs puissances internationales sont accusées de soutenir l'une ou l'autre partie selon leurs intérêts politiques, géopolitiques ou économique. Aujourd'hui, le Soudan s'enfonce dans une guerre sans vainqueur, mais avec une certitude, ce sont les civils qui en paient le plus lourd tribut, dans un silence international de plus en plus préoccupant. Les résultats des élections présidentielles et législatives du 15 janvier 2026 en Ouganda sont connus. Le scrutin qui s'est déroulé dans un climat de forte tension politique et sécuritaire a vu la réélection du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 pour un 7e mandat, avec 71,65% des voix. Dans notre indice de longévité des chefs d'État en Afrique, il arrive en 3e position, derrière Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale et Paul Biya du Cameroun, qui sont respectivement arrivés au pouvoir en 1979 et en 1982. M. Museveni faisait face à 8 autres candidats, dont le principal rival Bobi Wine, un chanteur devenu homme politique, qui incarne l'espoir d'un changement politique chez les jeunes. Il a obtenu 24,72% des votes. Comme on le disait, l'élection s'est tenue dans un climat très tendu. 48 heures avant le scrutin déjà, Internet a été censuré, les réseaux sociaux bloqués à l'échelle nationale. Plusieurs services également l'ont été. Selon le gouvernement, c'était un moyen de lutter contre les fausses informations qui circulent sur l'élection. Nous savons tous que c'est un moyen utilisé dans beaucoup de pays africains pour restreindre l'accès à l'information des populations et leur capacité à dénoncer les manquements liés aux activités et aux événements en cours. Le jour du vote a également été marqué par des retards à l'ouverture des bureaux de vote et des problèmes techniques, notamment des pannes d'équipement. Ces difficultés alimentent les inquiétudes sur la transparence de l'élection. Les observateurs internationaux et organisations de défense des droits dénoncent des arrestations et des intimidations visant des opposants et des journalistes. Ces élections cruciales mettent en lumière les tensions qui existent entre un pouvoir vieux de près de 40 ans et une population surtout jeune qui attend davantage de liberté politique et de perspectives d'avenir. Si l'actualité électorale africaine vous intéresse, nous vous proposons de visiter la plateforme Farafina, développée par Africtivist et dédiée aux élections en Afrique, en scannant ce QR code ou en cliquant sur le lien qui s'affiche. Le sport en général est très lié à l'expression citoyenne et démocratique et à la vie politique. Nous pouvons remonter à l'Antiquité gréco-romaine où les jeux organisés dans les arènes ont souvent servi à la population s'exprimer et ainsi apostropher directement leurs dirigeants. Outre la récupération politique des événements sportifs qui est presque devenue une norme, les dirigeants, les praticiens et les supporters se sont souvent emparés
des événements sportifs et des regroupements comme moyen d'expression pour vulgariser des politiques ou diffuser des opinions. Le football en particulier, vu sa popularité, a été très souvent utilisé dans cette optique. En voici quelques exemples. En 1958, l'Algérie est en proie à une guerre d'indépendance pour se libérer du joug colonial français. Avec le FLN, le Front de Libération Nationale, et son aile militaire, l'Armée de Libération Nationale, il y avait une troisième composante, l'équipe de football du FLN. Le 11 de l'indépendance, comme on l'appelait, était composé de joueurs d'origine algérienne, certains vivant dans le pays, d'autres qui étaient déjà expatriés et qui étaient professionnels dans plusieurs clubs européens, qui se sont tous retrouvés à Tunis pour former l'équipe et représenter le pays à travers le monde. Durant 4 ans, et malgré la pression de la France sur la CAF et la FIFA pour empêcher que les matchs se tiennent contre cette équipe, l'équipe du FLN a servi à être la voix diplomatique du pays, en organisant des matchs, notamment dans des pays de l'Est et dans des pays d'Asie du Sud-Est, contre des clubs et contre même des équipes nationales, ce qui était une forme de reconnaissance de la souveraineté de l'Algérie et de son indépendance. Autre exemple, l'Afrique du Sud, qui a aussi utilisé le sport et notamment le football pour revenir dans le concert des nations après le long embargo qu'il a subi à cause de sa politique de l'apartheid. Le pays a accueilli successivement la Coupe du monde de rugby et la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1995 et 1987, 2 compétitions qu'elle a remportées. Si le rugby était vu comme le sport des Blancs, le football par contre a mieux participé à créer un alliance nationale avec une équipe très cosmopolite et des joueurs issus de toutes les couches de la société. À titre d'exemple, dans l'équipe nationale de rugby de l'Afrique du Sud de 1995, il n'y avait qu'un seul joueur noir. En Égypte, le soulèvement populaire de 2011 avait du mal à mobiliser dans la population, et ce, malgré l'engagement de mouvements très forts comme les frères musulmans. Il a fallu attendre l'appel à la mobilisation des clubs de supporters des grandes équipes du Caire que sont le Zamalek et Al-Ahli pour que la place Tahrir se remplisse en une journée et ne se vida que lorsque Hosni Moubarak a annoncé son départ du pouvoir. Le Sénégal a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Cette édition avait une particularité, elle était la première qui devait se jouer dans 2 villes différentes. Avant, on entendait parler de Caire 86, Alger 90. Donc c'était la première édition où on parlait du nom du pays. Il avait donc fallu choisir une deuxième ville à côté de Dakar pour accueillir les compétitions. Le choix avait été porté sur Ziguinchor. Ce n'était pas un choix anodin. Ziguinchor est la principale ville de la région de la Casamance, une région qui est en proie également à un mouvement indépendantiste qui y sévit depuis 1980. Ce choix était donc un moyen non avoué des autorités pour renforcer l'unité nationale. On se rappelle aussi de l'appel à la paix des joueurs ivoiriens avec à leur tête leur capitaine Didier Drogba. En 2002, une rébellion lancée dans le nord de la Côte d'Ivoire avait fini de diviser le pays en 2. En 2005, l'équipe nationale se qualifie à la Coupe du monde de 2006 qui devait se dérouler en Allemagne. Les joueurs en ont profité pour lancer un appel à la paix et au cessez-le-feu, appel qui sera suivi des faits. 2 ans plus tard, Didier Drogba et ses camarades organisaient un match de football à Bouaké, qu'on appelait la capitale de la rébellion, pour renforcer l'unité nationale. Ce geste puissant avait permis pour un long moment d'avoir des moments de paix et de répit en Côte d'Ivoire. Enfin, dernièrement, les joueurs de la sélection nationale de la RDC se sont beaucoup exprimés en faveur de la paix et contre les tueries dans leur pays. La République démocratique du Congo fait face à des attaques de groupes armés, notamment à l'est et dans le nord du pays, font des milliers de morts dans la population civile. Plusieurs fois, les joueurs congolais se sont exprimés par un geste. 2 doigts d'une main sur la tempe, une autre main sur la bouche, symbolisant les populations civiles massacrées dans un silence complice de la communauté internationale. Il existe bien d'autres exemples que nous aurions pu citer. Cela démontre que les événements sportifs, culturels et sociaux peuvent participer à amplifier les voix et aspirations démocratiques des populations et des pays africains. Ils sont donc à prendre en compte comme des lieux de construction et d'expression de la citoyenneté, à l'instar de tous les autres moyens qui pourraient contribuer au renforcement des valeurs et acquis démocratiques. Voilà de beaux exemples d'engagement et de participation citoyenne par le biais du sport. C'est tout pour ce premier numéro de Africtivist Décrypte. Nous allons également partager des liens qui vont vous permettre d'avoir plus d'informations sur les événements que nous avons cités et de mieux vous informer sur tout ce qui se passe dans la vie démocratique et politique en Afrique. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de Afrique.